Bon, alors je me propose de vous donner quelques mots d'explication qui rendent compte de ma prise de parti dans les débats et les conflits de notre époque. Ouais. Alors, autrefois, j'ai été maoïste. Je ne le suis plus. Mais à l'époque où j'étais maoïste, on parlait de la barre de fer avec laquelle on casse la tête des ennemis. Bon. Ma barre de fer, aujourd'hui, pour moi, j'en ai une. C'est mon combat en faveur de la civilisation et donc de l'art. Voilà. Alors, si je dis civilisation et donc de l'art, c'est parce que l'art est l'élément constitutif, essentiel, principal, primordial de la civilisation. Alors, généralement, on parle souvent aussi de civilisation matérielle. Donc, on fait entrer dans la civilisation la technique, la science, tous les objets et ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord parce que une civilisation peut parfaitement emprunter, comme l'Europe l'a fait, des techniques et des produits chinois sans s'en-chinoiser pour autant. C'est-à-dire que l'Europe de la Renaissance a emprunté le papier, l'imprimerie et ça, et ne s'est pas enchinoisée. Elle a gardé sa spécificité, son caractère propre. Alors que si vous empruntez l'art, l'architecture, la peinture, la sculpture et ça, alors ça veut dire que vous avez adopté la civilisation d'où cet art vient. Voilà. Mais ça voudrait aussi dire que, puisque vous le faites, vous ressentez un vide dans votre propre civilisation. Oui, c'est d'ailleurs les barbares qui entouraient la Chine étaient censés se civiliser en empruntant les éléments de la civilisation chinoise. Et, voilà. Alors, mais ils les empruntent parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas opposer à la civilisation chinoise une civilisation propre. C'est ça qui fait qu'ils l'empruntent. L'Europe n'a pas emprunté la civilisation chinoise parce qu'elle avait sa propre civilisation. Voilà. Alors. Et de nos jours, alors comment ce vide, par exemple, vous le constatez au niveau de l'expression artistique en Europe? Alors, vous constatez un vide alors? À notre époque, la tendance est à la disparition de la civilisation. Et la raison est tout simplement qu'une civilisation s'appuie sur des hiérarchies de valeurs, sur une religion, etc. Si tout ça n'existe plus, la civilisation dépérit. Or, il se trouve que la classe dominante à notre époque, à l'échelle mondiale, qui est le grand capital financiarisé, s'oppose, lutte, combat tout ce qui constitue un système de valeurs autonomes, propres, en particulier ceux que nous avons hérités de notre propre histoire. Ouais. Ils sont contre. Pourquoi ils sont contre? Eh bien, tout simplement parce que ça peut faire obstacle à la libre circulation des capitaux, des hommes, de tout. Mais ils soutiennent l'art, mais ils soutiennent une certaine forme d'art qui justement est l'illustration de ce vide quelque part. Oui, ils soutiennent l'art, et l'art en question c'est ce que j'appelle le non-art, et c'est un art qui est un non-art parce qu'il est, comment dire ça, il n'a pas de critères. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de critères. Tout est génial, une sorte de démocratisation de l'art au plus bas des niveaux. Comme disait Beuys, tout homme est un artiste. Ouais, tout peut être de l'art. Vous prenez n'importe quel objet, quel qu'il soit, absolument quel qu'il soit, vous pouvez décréter que c'est de l'art. Dernièrement, par exemple, l'art c'était des hardes qui tombaient du haut d'une grue dans le Grand Palais. Voilà. C'est des installations, Voilà. Dans l'occurrence, c'était des amoncellements de chiffons d'œuvre. Mais ça peut être des amoncellements de charbon. Il y a un chef-d'œuvre qui est justement un tas de charbon. Ça se trouve au musée de Bordeaux. Ça peut être absolument n'importe quoi. Voilà. C'est ce qui a commencé donc après la Première Guerre mondiale avec le dadaïsme.
quand Duchamp, par exemple, il met ce pissoir. Sauf que lui au moins, il y avait. Ouais, il n'y croyait pas. Ouais. Il n'y croyait pas. Il s'est plaint des dizaines d'années après de ce que lui leur avait lancé l'urinoir à la tête comme une provocation, et eux, c'est-à-dire les modernistes, etc., ils en louent la beauté. Mais bon, ce vide-là, pour moi, il est constitutif, effectivement, d'un vide idéologique dans la société occidentale. Et pourquoi ce vide? On l'a depuis le 19e siècle, cette démarche elle commence chez Nietzsche. Nietzsche regrette encore la mort de Dieu, et il pose des questions essentielles dans son fameux texte du Gai Savoir, quand il dit voilà, on a tué Dieu, maintenant on va faire quoi? Maintenant on va remplacer ça, comment? On va compenser ça par quoi? Est-ce qu'on est assez fort pour supporter? Est-ce qu'on a fait là cette liberté? Elle a un prix. Et là, il va lui inventer le concept du surhomme. Ne faut-il pas que nous devenions nous-mêmes des dieux pour compenser ça? Et j'ai vraiment l'impression que j'ai lu un livre d'un certain Harry Mulisch qui définit le phénomène hitlérien comme une sorte de vide autour duquel, comme l'œil du cyclone, autour du cyclone, la tempête fait rage. Et c'est comme si ce vide n'existe qu'à travers la destruction qu'il engendre autour. C'est assez intéressant comme image. Et j'ai l'impression que de nos jours, on ne fait plus la guerre maintenant, parce qu'on est passé à une autre forme de conflit social. Mais il y a au niveau financier mondial, effectivement, il y a un cyclone qui est en train d'avoir lieu. Et le vide qui est à l'intérieur est terrifiant. Et l'art que vous décrivez en est l'image. C'est en fait, puisque c'est comme le miroir. Pourquoi le miroir peut-il tout refléter? C'est parce qu'il est vide. Donc ce vide est nécessaire pour permettre à refléter n'importe quoi, et n'importe quel reflet est légitimé par le vide du miroir. C'est un peu ça le phénomène de la société. Tout à fait. Ça veut dire qu'il faut que tous les hommes sur le globe tout entier se reconnaissent dans l'art. Mais pour que ce soit possible, il faut que ce art n'ait aucun contenu. Parce que sinon, il ne pourrait pas se reconnaître. Je veux dire, un Chinois, il n'y a pas de raison de se reconnaître dans l'art européen, parce qu'il est hétérogène à celui de sa propre civilisation. Donc le seul moyen pour que tout le monde se reconnaisse dans les productions intellectuelles, il faut qu'il n'ait aucun contenu. Alors moi j'ai une question pour vous, messieurs, justement sur ce sujet. Comment vous expliquez que les périodes qui ont connu les manifestations d'art les plus merveilleuses, disons, soient également celles où la liberté individuelle était la plus faible? C'est-à-dire on était soumis à une autorité religieuse la plupart du temps, ou alors familiale, les femmes n'étaient pas les égales des hommes, etc. Mais c'est à ce moment-là qu'on a construit les cathédrales, qu'il y a eu Michel-Ange, etc. Et aujourd'hui, à contrario, on a la laïcité, l'égalité homme-femme, on a toutes ces libertés individuelles, y compris celle d'avorter, mais l'art, lui, a quasiment disparu. Mais alors là, c'est simple, le syndrome qu'ont connu les artistes dissidents de l'Europe de l'Est dès le moment où le mur de Berlin est tombé. L'art s'érige toujours en opposition au pouvoir, pas toujours. On a un art de commande, l'art baroque par exemple était inséré dans un programme de prise de pouvoir, même par le formalisme sur la société. Mais sinon, l'art, normalement, est antinomique au pouvoir. L'exercice de pouvoir, au fond, consiste à fermer les portes, à donner des réponses. Je dois prendre une voie, et ensuite je dois l'assumer, et les gens attendent d'un politique, j'en suis un, qu'il ferme des portes, dans le sens il ne peut pas laisser 99 portes ouvertes, ça donne un énorme courant d'air, il doit en fermer 98 et puis en garder une ouverte. Et celle-là, il doit l'assumer, il doit donner des réponses, et donner des réponses et fermer des portes. L'art ne doit pas donner des réponses, l'art doit susciter des questions, susciter des interrogations, l'art doit ouvrir des portes vers l'indicible, vers l'infini. Donc c'est antinomique. Alors dès le moment où l'art est opposé à un pouvoir autoritaire, fort, dictatorial, etc., il développe une énergie forte en résistance par rapport à ça, parce que l'humain se révolte contre cette pression extérieure qui lui est imposée, et là l'expression de l'art est très forte, et tout à coup il tombe dans une société totalement libérale avec un relativisme total des valeurs, et l'artiste quelque part il manque l'énergie contraire qui le pousse
à transcender. Moi, j'ai un peu cette impression. Je ne sais pas si vous partagez cette vision. Voilà, on cherchait des points de désaccord. Voilà qu'on tombe sur un point de désaccord. Par exemple, je ne serais pas d'accord avec vous quand vous dites que les périodes d'épanouissement artistique sont ceux où, par ailleurs, l'individu n'était pas libre. C'est un peu ça. Eh bien, considérez la Grèce et en particulier Athènes à l'époque de Périclès, l'individu était tout à fait libre et Périclès, dans son oraison funèbre, le dit. Il dit. Il y avait l'esclavage. Mais ça n'a rien à voir, parce que la démocratie s'applique à une communauté. Autrement dit, quand il s'agit de savoir, bon, la démocratie, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est un type de fonctionnement du pouvoir. Bon, alors, donc, c'est du pouvoir sur une communauté. C'est relatif, donc, à cette relation entre l'instance qui prend les décisions et le sujet qui met en œuvre ces décisions, et ainsi de suite. Or, dans Athènes de l'époque, le sujet et l'instance de prise de décision sont identiques. C'est ce qu'on appelle la démocratie directe. C'est-à-dire que les gens qui obéissent sont aussi ceux qui commandent, parce qu'ils prennent des décisions en assemblée générale, où tous les citoyens participent. Non, vous avez les femmes. Les citoyens. Oui, mais justement. Les citoyens. Donc les femmes ne sont pas des citoyens, oui, les esclaves non plus. Donc évidemment. C'était pas parfait, mais on est. Non, mais c'était pas une période. Le problème se pose en termes d'intérêt. Vous pouvez, autrement dit, vous ne pouvez pas accepter que des gens qui ont des intérêts différents ou opposés aux vôtres prennent des décisions qui vous affectent. C'est ça qui est intolérable. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que vous n'avez pas la maîtrise de votre destin. C'est d'autres qui décident pour vous, et éventuellement contre. Mais quand il s'agit des femmes, les femmes n'ont pas des intérêts opposés aux hommes, sauf évidemment dans la comédie. Par exemple, dans la comédie d'Aristophane, les femmes décident de faire la paix, alors que les hommes veulent faire la guerre et des choses comme ça. Mais ça, c'est de la comédie. En réalité, ce que veulent les femmes à Athènes ou à Sparte, c'est la victoire de leur cité. Donc, les femmes ne votent pas à l'Assemblée générale, tout simplement parce que les mœurs de l'époque faisaient que les femmes étaient cantonnées dans la maison. Étant cantonnées dans la maison, elles n'avaient pas les compétences qui leur permettraient de prendre des décisions politiques concernant aussi leurs propres intérêts, qui ne s'opposent pas à ceux de leur mari. Moi je pose comment pas ça? C'est une hypothèse de départ, si vous voulez. C'est un axiome que, aussi bien à cette époque qu'aujourd'hui, qu'à toutes les époques, les femmes et les hommes ont les mêmes intérêts. Alors vous êtes, par exemple, vous seriez contre le vote des étrangers actuellement? Parce que là, il y a des intérêts divergents. Si ce sont des étrangers, ils ne peuvent pas partager les mêmes intérêts que ceux de la communauté nationale. Les métèques à Athènes, il y avait des métèques, mais les métèques venaient de partout. Donc, ils avaient leur propre identité, parce qu'ils venaient de telle ou telle ville, etc. Elle était différente de celle d'Athènes. C'est le fait de ne pas appartenir à la communauté qui fait qu'ils ne participent pas à la prise de décision politique. Mais la communauté en tant que telle est démocratique parce que c'est elle-même, en tant que communauté, qui prend les décisions. Et de ce point de vue, non seulement elle est démocratique, mais elle est infiniment plus démocratique que toutes les démocraties ayant jamais existé à plus tard. Et la preuve... Sauf la démocratie suisse, puisque nous avons actuellement, nous, à travers notre démocratie directe, la possibilité de prendre nos destins en main sur presque tous les objets. Le peuple est quand même... Et vous n'avez jamais esclave. Je suis d'accord. Non, parce que nous sommes au XXIe siècle. Non, mais nous sommes au XXIe siècle. Je vous rappelle quand même que même la Confédération suisse, à travers sa longue histoire, a traversé des phases de colonialisme, carrément, où je peux vous dire que certains territoires qui font maintenant la Suisse moderne, comme le canton de Vaud, étaient pendant plusieurs centaines d'années sous la coupe des Bernois.
Le Tessin était sous la coupe des Urinois, de la Suisse centrale. Vous aviez un rapport, le Haut-Valais par exemple, les Disins du Haut, dans le canton où j'habite, dominaient totalement la vie des Bas-Valaisans qui avaient des pouvoirs très 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 réduits. Et c'était vraiment les Haut-Valaisans qui géraient ce canton. Les autres étaient comme des serfs, comme des colonies. Et il a fallu une longue gestation, un long processus pour arriver à la Suisse moderne, où effectivement l'égalité homme-femme est garantie. Elle ne l'était pas, donc le droit de vote il date d'il y a environ une trentaine d'années seulement chez nous. L'égalité homme-femme réalisée par le vote, etc. Donc là maintenant, oui, on a atteint un stade où je pense que ce modèle est exportable aussi. C'est pour ça, c'est ce que je fais d'ailleurs quand je vais à l'étranger. Vous avez des mécanismes entre le fédéralisme, la subsidiarité, ce socle qu'est la démocratie directe, un gouvernement collégial ou collectif, toutes les forces politiques qui comptent sont intégrées dans le gouvernement. C'est une forme de gestion de l'État particulièrement évoluée, et je crois que la plus évoluée du monde. C'est vrai que l'esprit est le même que du temps des Grecs, mais les Grecs vivaient, c'était il y a 2500 ans, on n'est pas dans la même logique. C'est ça la différence. Mais sinon, l'esprit fondateur de cette idée-là, les citoyens déterminent leur destin à travers ceux qui commandent sont ceux qui sont administrés, et déterminent eux-mêmes leur destin. Ça, ouais, la Suisse l'a réalisé. Je vais peut-être poser la question différemment, parce qu'il me semble qu'une question importante aujourd'hui, c'est le vide spirituel dans lequel nos sociétés occidentales se trouvent. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est-à-dire pourquoi connaissons-nous ce vide? Et finalement, la nature ayant horreur du vide, ce vide n'a-t-il pas été rempli par deux choses principales aujourd'hui, mais justement, d'une, la consommation, et d'autre, l'État, en tant que religion? Bon, une chose qui semble accréditer très fortement cette thèse, donc ce vide qui se répand, c'est que, et ça dans le domaine de l'art, pour revenir à ce qui est révélateur, toujours c'est un révélateur d'une société, l'art c'est le miroir, c'est le révélateur, c'est que la forme a pris carrément la place du contenu. On prend les formes pour des contenus. Je vous donne un exemple très clair, c'est dans le débat politique. De nos jours, vous ne tuez plus quelqu'un sur un dossier, sur le contenu d'une démarche politique, sur le contenu d'un dossier, d'une décision, etc. Où on peut toujours discuter, c'est souvent assez complexe, etc. On peut être d'accord ou pas. Mais par contre, vous allez l'épingler sur ce qu'il a dit, parce qu'il n'aurait pas dû le dire comme ça, parce qu'il n'aurait pas dû le dire à ce moment-là, parce que ça ne se dit pas, etc. Et on a instauré des mécanismes très très forts, comme la loi antiracisme, loi Guessot, je ne sais comment ça s'appelle, où vous essayez de finalement coincer les gens, et vous pouvez détruire carrément l'image de quelqu'un sur une phrase qu'il aurait produite à un certain moment. Donc la forme elle a pris la place du contenu, et elle devient mortelle pour l'individu. Au fond, on ne tue plus, comme du temps du néolithique, les gens étaient dans leurs cavernes, et d'abord ils faisaient ces peintures rupestres avec des animaux, et ils faisaient l'acte rituel de lancer leur lance ou leur flèche contre l'image. C'était une représentation pour créer l'esprit positif qui leur permettrait ensuite de tuer l'animal réel. Bien, de nos jours, on en reste à cet exercice-là, on n'a plus d'animal réel à tuer. On ne tue plus l'animal réel, il suffit de tuer l'image. Vous tuez l'image, vous avez tué l'animal réel. Et ça montre combien la forme, elle a pris la place du contenu. C'est absolument saisissant. Et dans l'art aussi, l'art actuel, effectivement, il y a un vide incroyable. Je vois, on a un artiste en Suisse qui s'appelle Hirschhorn, fait des installations partout dans le monde. D'abord, il n'y a aucune évolution, c'est des installations trash, un peu des années 60, c'est toujours la même iconographie, enfin si on peut encore parler d'iconographie, parce que franchement, c'est une sorte de chaos, il y a un fatras, c'est une installation. Et c'est vendu comme étant de l'art. Je pourrais prendre voilà, exactement cette salle, je la transpose au Louvre, et puis ça devient une œuvre d'art. Il suffit que l'illusion référentielle soit donnée, c'est ce qu'a fait Duchamp avec son pissoir. Simplement, lui, il a encore eu la décence de retourner le pissoir. Et oui, ce qui a suscité quand même une réflexion intéressante de sa part. Après, si on a, comme vous avez dit, on l'a trahi dans sa démarche, mais il a dit, attendez, regardez bien.
Ce que j'ai fait, c'est la chose suivante. J'ai sorti l'objet de sa situation utilitaire, donc de la banalité du quotidien, où apparaît cet objet, en le retournant, je lui enlève l'aspect utilitaire, et en déplaçant au musée, je lui donne un aspect sacral quelque part, donc un aspect artistique, parce que le cadre autour est un cadre qui définit l'objet comme tel. Donc je le déplace et je le pervertis. Okay. Et il devient objet d'art aux yeux des gens. Les gens, ils croient ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en retournant l'objet et en lui enlevant l'aspect utile, parce que pisser dans un urinoir à l'envers, évidemment, ça devient la possibilité. En le retournant, lui enlevant l'aspect utilitaire, je fais prendre conscience de l'objet. Tout à coup, on le voit. Alors que, honnêtement, quand on va dans un pissoir, on ne voit pas le pissoir. On ne prend pas conscience de ses formes. Alors que là, soudain, on le voit réellement. On prend conscience de l'objet. Et puis ensuite, en le déplaçant au musée, en disant que c'est une œuvre d'art, il montre que l'art, au fond, n'est toujours qu'une question. C'est la conception de l'art moderne, hein, dont nous parlons, cet art vide, est une conception toujours liée à une illusion référentielle. Je crée une illusion, je définis comme étant de l'art, et donc ça devient de l'art. Mais pas parce que ça l'est à la base, c'est parce que je l'ai défini comme tel. Et c'est là qu'on a cette perversion de l'art moderne que regrette... Mais récemment, il y a eu une œuvre d'art qui a été détruite sans que ce soit volontaire, par une femme de ménage. C'était une baignoire dans laquelle il y avait des salissures. Alors elle voit la baignoire, elle voit les salissures, elle nettoie. Alors en nettoyant, elle a détruit l'œuvre d'art parce que les salissures, c'était l'œuvre. C'était pas la baignoire, c'était les salissures. Voilà. Et ça, ce genre de choses arrive tout le temps. Alors pour revenir au vide, donc quelle est votre conception du vide actuel? Pourquoi vivons-nous dans ce vide spirituel, vide de sens en fait? Mais justement, on prétend, dans l'idéologie libérale, qui est, je vais vous montrer pourquoi, c'est aussi celle de Badiou, on prétend que notre société est universaliste. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus universel? Eh bien, c'est le vide, c'est zéro. Ça, c'est universel. Dès que vous dites quelque chose, dès que vous rompez le silence, ce n'est plus universel. C'est votre opinion, c'est une prise de position, etc., qui diffère d'autres, etc. Donc, vous introduisez, dès que il y avait la moindre marque dans le papier vide, vous introduisez une différence. Et du coup, cette différence peut donner matière à des accords, à conflits, alors que quand vous êtes dans le vide intégral, tout le monde est d'accord. Mais alors, est-ce qu'on pourrait aussi dire, alors là je ne suis pas encore très au clair dans ma tête, mais je parle de ce que vous dites. Si d'un côté, le vide est universel, effectivement, il y a une logique là-dedans. Il y a le rien, c'est le rien, est identique pour tout le monde, en tout lieu, on est d'accord. Mais on constate quand même que certaines œuvres d'art ont une vocation universelle, parce que, quel que soit l'individu qui est face à cette œuvre, il sera saisi, et il accède à ce qui est beau, à ce qui est noble, je veux dire, il se sent élevé vers quelque chose d'indicible, d'absolu, d'infini. Il y a des œuvres d'art qui ont ce pouvoir-là. Oui, donc, mais aussi l'autre. Oui, mais ce pouvoir-là, il vient de la capacité de distinguer ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, ce qui est de l'art et ce qui n'est pas de l'art. Et si vous interdisez d'effectuer de telles distinctions, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, l'idéologie dominante interdit qu'on porte des jugements de valeur, qu'on distingue, etc., et bien à ce moment-là, vous n'avez plus d'art. Et en fait, ce que vous interdisez, c'est l'expérience esthétique. Ce que vous avez décrit, c'est ce qu'on appelle aussi le plaisir ou l'émotion esthétique. Et une œuvre d'art, vous la recherchez. Une des caractéristiques de l'œuvre d'art, c'est qu'elle est recherchée. Mais pourquoi elle est recherchée? C'est parce qu'elle procure cette satisfaction, cette émotion, ce plaisir, etc. Par lequel on a toujours défini l'art. Notez bien, tous les philosophes, depuis que le monde existe, ont défini l'art comme ça, par ce plaisir-là.
Donc, au fond, on aurait, à travers le vide qu'on a créé dans le monde moderne, on a créé beaucoup de place. On a créé la place pour n'importe quoi. Oui. Puisque le vide, c'est intersidéral, n'importe quelle ânerie, il trouve la place pour s'ériger en œuvre d'art. Bref. Et l'autre démarche, elle, par contre, et ce qui est fabuleux, ce que je constate avec les textes qui touchent vraiment, je parle plutôt de littérature, mais je pense que c'est la même chose pour la peinture, ou pour d'autres expressions artistiques, c'est qu'à la base, il y a une acceptation, une prise en compte de l'homme dans son identité profonde, dans son enracinement. Il y a d'abord une individualité, et cette individualité qui va chercher en soi, qui va chercher dans son histoire propre, dans son vécu, dans ses angoisses intérieures, dans tout ce qui le constitue, cet individu, et va exprimer quelque chose qui ensuite, partant du plus privé, du plus individuel possible, va exprimer quelque chose de parfaitement universel. C'est ça qui est incroyable, le reflet de l'un dans l'autre, l'universel reflétant l'individuel, l'individuel l'universel. Ça, c'est pour moi le cheminement que devrait connaître l'art, l'œuvre d'art accomplie. Et ça paraît être un paradoxe quelque part. Non, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'artiste, en parlant de lui-même, parle de nous tous. Ouais. Et s'adresse à nous tous. Et pourquoi il en est ainsi? Parce que entre les hommes, il y a quelque chose de commun. Et c'est ça qui fait qu'on peut entrer en contact avec les artistes appartenant à des époques différentes, à des civilisations différentes. Eh bien, ils ont, malgré tout, quelque chose en commun avec nous, c'est de participer à la nature humaine. C'est leur humanité commune. Et le paradoxe, c'est que dans le monde moderne, nous avons une tendance maintenant, à tous les niveaux, économique, et monsieur l'a suggéré avant, politique, à couper les racines. Tu n'as plus le droit d'être toi-même, tu dois te renier toi-même pour accepter l'autre. Donc au fond, tu dois devenir un miroir vide dans lequel le monde entier puisse se refléter, y trouver la place. Hein. Mais le problème qu'on a, c'est que l'on crée avec cela d'abord un nivellement par le bas, et puis s'il me faut me renier moi-même pour accepter l'autre, il n'y a plus d'autre, puisque je ne suis plus moi-même, puisque moi je ne suis plus moi-même. Donc, en tuant une identité, on tue aussi la possibilité à l'autre d'être différent, et on tue même le concept de tolérance. Parce que si tout est égal à tout, ben, la tolérance ne fait plus sens. Être tolérant par rapport à son miroir, à son reflet dans le miroir est très facile. Donc, c'est un exercice absolument dévastateur, cette destruction des identités, des particularités, de la diversité aussi, parce qu'il y a toute la diversité culturelle qui tombe dans... On le connaît dans le domaine culinaire, je dirais qu'il y a une hamburgisation de l'art, une sorte de... Voilà, tu bouffes un hamburger à Tokyo, à Helsinki, en Amérique du Sud, ben voilà, c'est exactement toujours le même principe, la même pâté pour chien, voilà. Mais alors, quelle est la solution que vous préconisez? Parce que est-ce que c'est un retour en arrière, ou est-ce que c'est une prise en compte de ce qui s'est passé pour construire quelque chose de nouveau, et qu'est-ce que serait ce nouveau sens que vous donneriez pour nos contemporains et pour leurs descendants? Là, ça met en cause la vision qu'on peut avoir de l'histoire. Parce que, d'après l'idée qu'on se fait de l'histoire dans le passé, on peut se faire aussi une idée de comment le monde pourrait changer, et en particulier comment il pourrait changer dans le sens souhaitable, dès lors qu'on définit le souhaitable comme étant précisément la civilisation, et pas la barbarie. Parce que maintenant, l'Occident, ce qu'il exporte, c'est la barbarie, c'est pas la civilisation. Au XIXe siècle, il exportait encore la civilisation. Par exemple, le palais du roi de Thaïlande, du Siam, est un palais avec des colonnes corinthiennes, des chapiteaux, c'est magnifique, mais magnifique emprunté à la civilisation romaine. À l'époque, on exportait cette civilisation. Aujourd'hui, les tours et les blocs, etc., on les trouve identiques partout dans le monde. Et cette identité-là est expressive du vide dont on parlait. C'est-à-dire du fait qu'on a rien à dire.
par exemple, dans le domaine de l'architecture. L'architecture, elle parle aussi. Malgré son caractère non figuratif, elle a quelque chose à dire. Et alors, donc, la question, c'est comment on pourrait faire en sorte que, de nouveau, la création artistique et droit de cité soit permise. Et soit financée. Mais il faut qu'elle le soit. Par qui, À un degré ou un autre. Je veux dire qu'il y a toujours quelqu'un qui finance. Par exemple, à Athènes de Périclès, c'était la cité. Et par exemple, à un certain moment, il y a les Athéniens qui ont trouvé que ça coûtait trop cher de construire le Parthénon, d'édifier la statue chryséléphantine, etc. Et alors Périclès leur avait dit, ah, vous ne voulez pas payer? Eh bien, c'est moi qui vais payer, mais il y aura mon nom dessus. Hein? Périclès a consacré à Athéna voilà, ce temple. Voilà. Alors, tout le monde s'est mis à crier, jamais de la vie on paye ça. C'est parce que c'était à la gloire d'Athènes. Ils étaient bien contents. Voilà. Donc, Louis XIV, lui aussi, il finançait. Pourquoi il finançait? Parce que les œuvres qu'il finançait lui plaisaient à lui et plaisaient à sa cour. Donc, la classe dominante à l'époque de Louis XIV était contente et trouvait plaisir à ces œuvres-là. C'est pour ça qu'elle acceptait qu'elles soient financées. Mais aujourd'hui, c'est intéressant. C'est intéressant, mais là, vous faites référence justement au moment où la perversion, à mes yeux, commence au niveau de l'art. C'est avec l'art baroque. Parce que c'est la première fois où la forme et le contenu ne sont pas en lien organique et compact et obligatoire. C'est-à-dire que, au fond, le baroque est un exercice de pouvoir, c'est l'absolutisme, et qui va décorer ce pouvoir. Il y a un merveilleux film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le Roi danse, où on voit quelle est l'utilisation que fait Louis XIV de la chorégraphie. Il danse, lui est le soleil, il est au centre, les autres dansent autour de lui, sont les planètes. Et il imaginait tout l'État organisé de cette manière. Mais à un certain moment, on le voit avec un masque d'or sur le visage. Et en fait, c'est pour donner une belle apparence à quelque chose qui n'en a pas, parce que le pouvoir, quelque part, se suffit à lui-même. Et c'est pas très reluisant. Même les chorégraphies, si on veut, de Nuremberg, hein, avec Adolf Hitler qui rassemble 2 millions de types sur une place, qu'à voir le film de Leni Riefenstahl, c'est de l'esthétique pure. C'est simplement un masque pour cacher quelque part un vide. Et alors, de nos jours, c'est devenu incroyable. Nietzsche disait, tout ce qui est profond aime le masque. Alles was tief ist, liebt die Maske. C'est des choses comme ça. Donc, c'est clair, si t'es pas profond, t'as rien à cacher, t'as pas besoin de masque. Mais le masque était, jusqu'à présent, devait être révélateur de quelque chose. Le choix du masque est révélateur de ce que le masque cache. Le masque, en même temps, cache, mais en cachant, il démontre. Seulement, le problème qu'on a actuellement, c'est que derrière le casque, il n'y a plus rien. Derrière le masque, il n'y a plus rien, il y a le vide. Donc le masque ne révèle plus rien, la forme se suffit à elle-même, elle prend la place du contenu. C'est la terrible damnation du siècle dans lequel on vit. Alors il y a des gens qui résistent encore, hein, et ça ne veut pas dire que... mais les artistes sont noyés, puisque les financements du grand capital vont plutôt vers cet art du vide, et pourquoi ? Parce que le grand capital, et là vous l'avez dit au début, je suis d'accord avec vous, il veut des nomades qui se déplacent de plus en plus vite, qu'on peut jeter, prendre, utiliser comme des petites roues dans une mécanique, sans en avoir la responsabilité, sans entrer en relation avec, donc en les déshumanisant. Il faut démusulmaniser. Vous savez, vous ne pouvez pas éliminer un être humain, c'est ce que les nazis faisaient avec les juifs, donc il fallait dire que les juifs étaient de la vermine. Alors éliminer de la vermine, c'est acceptable. Éliminer un être humain ne l'est pas. Alors il faut d'abord déshumaniser l'autre avant de pouvoir le détruire. On fait la même chose avec les embryons, les fœtus, quand on veut légitimer l'avortement. Voilà la déshumanisation moderne. Mais ce que je ne comprends pas, apparemment vous êtes d'accord sur ce point et pas moi, c'est que pour vous, ce que vous appelez le grand capital, bon ça ce sont des termes marxistes au départ, qui finance aujourd'hui les plus grandes œuvres d'art du passé? Ce sont des riches possédants, des riches industriels. Or, qui finance l'art moderne, etc., qui n'a pas de sens, c'est plutôt l'État. Murakami, qu'on voit à Versailles, c'est l'État qui le finance. Non, il y a des maxi-collectionneurs qui donnent le ton. Et alors, l'État étant un maxi-collectionneur aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux dire que
l'État, tout simplement, n'a pas les moyens. Il subventionne à tour de bras tout ce qu'on voit sur les places des mairies avec l'argent du contribuable, c'est des trucs informes qui n'ont pas de sens. Oui, mais c'est relativement peu. Moi, je vois le budget de Pro Helvetia en Suisse, c'est quelque chose comme 30 millions. Si on enlève la part qu'ils ont pour leur propre fonctionnement, donc leur propre gestion, c'est relativement, franchement, c'est des peanuts. Ce qu'investit par exemple l'État suisse dans l'art. Non, mais c'est la même chose en France. C'est-à-dire que la France n'a pas les moyens d'acheter les œuvres les plus chères qui sont sur le marché de l'art contemporain. Il n'a pas les moyens. D'accord. Il n'a pas les moyens. Donc, et par conséquent, il ne peut pas financer, il ne peut pas jouer un rôle. Il joue un rôle dans la mesure où ce qui est néanmoins financé en France, c'est exclusivement de l'art contemporain, voilà. C'est-à-dire du non-art. Voilà. Alors, donc, ce qui se passe, donc, c'est pas... le problème, c'est le suivant, c'est que l'État intervient pour conforter les positions spéculatives du grand capital en ce qui concerne l'art. Donc, ils vont faire tout leur possible pour que les cotes de ces artistes contemporains soient maximales, parce que cela favorise les coûts spéculatifs de certains très grands capitalistes. Par exemple, Arnaud, ou bien encore Pinault. Voilà. Alors, par exemple, quand Ayagon a mis le château de Versailles au service de Murakami ou bien de Koons, etc., c'est parce que Pinault, au service duquel il avait été, Ayagon a été stipendié par Pinault. Eh bien, Pinault, c'est le plus grand collectionneur de ces prétendus artistes. Donc, en les exposant à Versailles, il fait un cadeau somptueux à son ancien employeur. Donc, il espère qu'à l'avenir aussi, il va avoir recours à lui. J'ai une formule très simple. Alors, pour résumer cela, je partage d'ailleurs cette vision, c'est de dire qu'on est passé du mécénat au sponsoring. Oui. Alors le mécénat, eh bien il y a un acte gratuit dans le sens où celui qui soutient n'attend rien en retour. Il finance le beau, il finance ce qui le touche. Il y a quand même un rapport très humain et désintéressé du mécène par rapport à celui qu'il soutient. Par contre, le sponsoring, il y a un retour sur investissement. Il y a un retour sur investissement. Je mets de l'argent, mais je veux que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui revienne. Et à ce moment-là, l'art tombe dans le piège majeur dans lequel tombe tout actuellement au niveau de cette planète, dans le piège du mercantile. Le sport, regardez bien le sport. On est exactement dans cette logique-là. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, dès le moment où l'argent s'y met, on commence à avoir des phénomènes comme le doping, on pervertit finalement un exercice qui humanise à mort si c'est un exercice gratuit. Je crois qu'il n'y a rien qui nous rend plus humains que lorsque nous faisons une chose, simplement, parce que du fond de notre âme, nous sentons devoir le faire. Et quand on nous demande pourquoi, on ne saurait pas le dire. Eh bien, l'exercice le plus absolu que connaisse l'être humain dans ce domaine-là, c'est l'amour. L'amour, le vrai. Tu sais pas pourquoi tu aimes ta femme. Tu l'aimes, point. Tu peux pas expliquer. Et quand ça sort à toute raison logique, que ça sort toute explication logique, c'est là que c'est vraiment vrai, que c'est vraiment vrai. Dès le moment où il y a de l'argent, il y a des influences, et l'exercice du pouvoir, la politique, tout ça procède malheureusement de cette logique. On a une société qui peu à peu, à mon avis, dégénère. Pour creuser cette question, elle me paraît passionnante. Prenons quelques exemples. Dans l'histoire, Mozart, Léonard de Vinci, disons les plus grands dans les siècles précédents, ont été financés par des grands mécènes, qui étaient des gens qui recherchaient un retour sur investissement, selon moi. C'est-à-dire qui recherchaient du prestige à être les mécènes de Mozart, Léonard de Vinci, etc. A contrario, aujourd'hui, si on prend l'État, il ne cherche aucun retour sur investissement puisqu'il distribue l'argent des contribuables. Mais tout ce qu'il peut chercher, c'est des prébendes, c'est-à-dire des politiciens qui s'arrangent entre eux pour financer, mais souvent c'est gratuit, justement. C'est fait sans
sans esprit de retour sur investissement, parce que c'est juste pour distribuer l'argent public. Parce que vous supposez qu'entre le monde politique et le monde de la grande finance, il n'y a pas de lien. Il y a des liens et des liens de solidarité étroite. Parce que... mais j'ai pas dit le contraire. Oui, mais je veux dire que qui finance les campagnes électorales? Je veux dire qu'un homme politique qui se mettrait à dos les intérêts en question, il n'aurait aucun avenir. Fini, terminé. Or, ceux qui financent les politiciens sont les mêmes qui financent l'art contemporain. Ceux qui financent les campagnes électorales, c'est nous, hein, c'est l'État. Vous savez, quand vous avez vos 500 signatures, on va vous rembourser X millions d'euros sur votre campagne. Oui, mais il y a quand même d'autres choses. Il y a la loi d'interdiction de financement des partis. On n'est pas aux États-Unis, là, justement. Oui, mais en Suisse, par exemple, alors on a un financement privé. Alors, on n'a pas il n'y a pas de financement étatique des campagnes électorales. Donc on doit trouver des sponsors, et là on entre dans la logique qu'il vient d'énoncer, ça c'est sûr. Mais nous en France, aux législatives, vous allez toucher 2 euros par voix aux législatives chaque année. Mais aujourd'hui encore, on est en train de mettre en cause des politiciens à cause de l'argent qu'ils ont reçu de celui-ci ou de celui-là. Par exemple... Oui, c'est interdit. C'est interdit. Bon, quand Liliane Bettencourt distribue des enveloppes, et c'est une question d'actualité aujourd'hui. Quand on apprend qu'il y a eu des rétrocommissions en rapport avec l'affaire de Karachi, eh ben ça existait à l'époque, le financement par l'État. Néanmoins, il y avait d'autres financements. Maintenant, on sait par exemple que les chefs d'État africains ont également financé des campagnes électorales. Bongo, qui est mort il n'y a pas si longtemps, il finançait aussi. Donc, ne me dites pas que c'est le contribuable lambda qui finance les campagnes électorales. Il finance aussi. Aussi. Mais si je reviens à la question que tu as posée au départ, c'est de parler du mécénat, où tu disais que finalement les rois, etc., prenons Mozart, donc il est effectivement soutenu, le retour sur investissement... Prestige. Bon, mais il n'y a pas de retour sur investissement financier. Hein, donc l'œuvre d'art... C'est du prestige. Parce que Mozart, franchement, il a vécu très chichement de ses œuvres. Il faut dire qu'il dépensait beaucoup. C'est pas vrai, il dépensait beaucoup. Il dépensait beaucoup. Mais bon, enfin, par contre, il n'y avait pas de contrainte par rapport à l'œuvre qui devait L'œuvre était encore éducative, c'est-à-dire que c'est elle qui s'imposait, de par sa qualité, à un public qui ensuite, peu à peu, grandissait au contact de l'art. Là, actuellement, ce qu'on fait, c'est en fait un art qui, puisqu'il doit se vendre, il doit se vendre à la plus grande masse possible. Et dès le moment où tu veux toucher la plus grande masse possible, déjà au départ, tu as deux phénomènes. Hein, tu prépares cette masse à acheter ce que tu vas lui vendre comme camelote, et puis il faut que ta camelote elle soit la plus universelle possible, et c'est là qu'on trouve le vide. Oui, alors le vide, tu le vends alors à haute dose, alors vendre du vent, alors ça c'est facile. Et il faut distinguer, quand on parle d'art, il y a des disciplines artistiques qui ont besoin des masses. Par exemple, le cinéma, il faut qu'il y ait des entrées. Voilà. Même un roman, eh bien, ça ne coûte pas tellement cher à fabriquer, mais la maison d'édition, il faut qu'elle vende. Hein, bon. Et voilà. Alors qu'il n'en est pas de même pour les arts figuratifs. Le cinéma, la peinture, la sculpture. C'est vrai, tu as un acheteur. C'est un type de fonctionnement très différent. C'est pour ça que le non-art a sévi dans certains domaines et pas dans d'autres. Il y a des arts qui sont toujours vivants aujourd'hui, vaille que vaille, alors que d'autres sont quasiment morts. Pas parce qu'il n'existe pas aujourd'hui des artistes authentiques, mais simplement personne n'en parle. C'est comme s'ils n'existaient pas. Et c'est ça la caractéristique d'aujourd'hui, c'est que ce qu'on fait, c'est pas simplement sponsoriser le non-art, c'est aussi s'arranger pour interdire l'art. Alors comment ? Comment ? Eh bien, par exemple, les médias, tous les médias, sans exception, ne parlent jamais de l'art. Jamais.
Même pas un mot, même pas un entrefilet. Ils vont même pas mettre 3 lignes pour dire il y a telle ou telle exposition. Jamais. En sculpture, par exemple, il y a des exceptions, non? Non, la France Culture ne parle pas de l'art. Dans le domaine dont je parle. Hein. Donc ils vont parler éventuellement de musique, parce qu'il y a encore une musique authentique. Bon, mais pas, ils ne vont jamais parler de peinture, de sculpture, jamais. C'est vrai qu'en tout cas, les pages culturelles dans les quotidiens, sur ces dernières 50 années, elles ont fondu. Elles ont fondu. Elles ont fondu C'est-à-dire drastiquement. que, oui, autrefois, il y a 20 ans, au Figaro, il y avait, ne serait-ce que des tout petits articles qui annonçaient telle ou telle exposition. Maintenant, c'est interdit. Le responsable de la rubrique n'a pas le droit d'en parler. Et alors, pour reposer ma question, mais d'une autre manière encore, est-ce que vous pensez que cette perte de sens est liée à une déchristianisation de notre société? Tout de suite, je vous dis que, étant donné qu'une civilisation, il n'y a jamais eu de civilisation sans religion, et il s'ensuit que s'il n'y a pas de religion chez nous, ou si la religion dépérit ou recule, c'est pas bon pour l'art. La spiritualité, c'est clair, puisque tu construis une civilisation sur des mythes fondateurs. Donc c'est automatiquement quelque chose qui doit dépasser le temps et l'espace. Tu ne peux pas construire ça au jour le jour sur l'impulsion de l'instant. Donc il faut quelque chose de transcendant, il faut une idée de transcendance. Mais l'imagination suffit-elle pas? L'imagination des individus, elle est aussi multiple que les individus, ça ne fédère pas une communauté. Tu es quand même obligé quelque part d'avoir un socle commun? Ouais, un socle ou un ferment qui lie tout ça. Si tu ne l'as pas, comment veux-tu? C'est le phénomène qu'on vit actuellement, même géographiquement en Europe, où il y a une sorte de fractionnement du territoire national. Donc on a éliminé les frontières extérieures, les grandes frontières, puis on se retrouve face à des micro-entités à l'intérieur, de plus en plus disparates. Il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de valeurs communes, où on a une concurrence tout à coup entre des systèmes de valeurs complètement opposés. On instaure, je pense quand même, le chaos, voire une certaine barbarie, parce qu'à ce moment-là aussi, la violence devient de plus en plus légitime. Moi je vois, en Suisse en tout cas, nous sommes confrontés à un regain de violence, mais sensible. Hier soir encore, la banque de mon village, j'ai jamais vécu ça, j'ai 50 ans. J'ai jamais vécu ça, c'est Savièse, 7000 habitants. Cette banque a été braquée hier soir par 2 personnes, a été braquée, main armée. Non mais c'est en haut dans les montagnes. C'est loin des grands centres. Et là, dans ce village où on imaginait, c'est toujours chez les autres ça se passe, ça vient maintenant chez nous. Et c'est une des preuves de cette dégénérescence. Et donc, pour conclure peut-être, quelle est la solution que vous appelez de vos voeux? Est-ce qu'il faut rechristianiser? On sait bien que ces choses-là ne se font pas de force. Donc, qu'est-ce que vous préconisez? Écoutez, si je dois dire quelque chose à ce sujet, je vais vous dire que les problèmes qui se posent à notre société sont très vastes et par exemple, il faut incorporer dans cette analyse le problème écologique. C'est-à-dire que le fait que nous nous acheminons vers une catastrophe à l'échelle globale, qui ne provient pas seulement du réchauffement climatique. Vous savez que maintenant, on sait qu'on s'achemine vers une augmentation de 6 degrés à la fin du siècle. C'est ce qu'il y avait un grand article dans Le Monde qui le disait. Or, j'ai chez moi un livre qui est paru il y a 2 ans aux États-Unis, qui s'intitule « 6 degrés ». Alors, ce livre, chaque chapitre, il examine qu'est-ce qui va se passer si la température augmente de 1 degré. Donc, un chapitre entier sur ce qui se passe pour 1 degré. Ensuite, il y a le chapitre suivant pour 2 degrés. Et ensuite, pour 3 degrés. 6 degrés, c'est la catastrophe absolue. Voyez-vous? C'est-à-dire, on peut à peu près survivre à 1 degré, à 2 degrés, à 3 degrés, à la limite. On avait prévu que ce soit 2 degrés.
Mais il aurait fallu qu'on fasse ce qu'il faut. Mais on ne le fait pas. Donc ce n'est pas 2 degrés, c'est 6. C'est-à-dire le maximum. C'est vers là qu'on va. Alors, indépendamment de ça, il n'y a pas que le réchauffement climatique. Il y a des tas d'autres phénomènes, pollution, etc., toutes sortes de choses qui arrivent. Voyez-vous, il y a 10 facteurs qui vont dans le sens de la catastrophe, qui vont se conjoindre. Pour le moment, ce n'est pas arrivé. Donc on peut faire comme si ça n'existait pas. Mais le moment va venir, on ne pourra pas. Et alors, le problème, c'est que le capitalisme est un système économique et social qui est fondé sur ce que Marx appelait la reproduction élargie. Vous comprenez immédiatement ce que ça veut dire. C'est-à-dire à chaque cycle de production, cette production est élargie. Voilà. Produisez plus, vous avez plus de capital, vous pouvez investir davantage, et ça recommence. Voilà. Or, les sociétés antérieures au capitalisme industriel étaient fondées sur la reproduction simple. Donc, ces sociétés-là avaient un système de développement durable, quoi. qui correspondait aux nécessités de développement durable. Le capitalisme tend vers l'infini. Il y a ce qu'on appelle l'infinitisation du capitalisme. Et dans tous les domaines, d'ailleurs, de la consommation, tout ce que vous voudrez. Et ça, ce n'est pas compatible avec l'existence simplement matérielle de l'humanité. Ce qui veut dire donc que le capitalisme, tôt ou tard, va se heurter à un mur. Voilà. Une limite. Voilà. Il y a une limite. C'est pas arrivé encore, et plus ça tarde, plus on va... Plus ce sera douloureux. Voilà. Mais le fait que ça se heurte à une limite, ça c'est sûr. Alors et le pire, c'est que si on a le sentiment qu'on a heurté la limite à la fin du siècle, on ne pourra plus rien faire. Mais le fait c'est que ça va arriver. Ce qui signifie que le capitalisme est mortel. Les civilisations, dit-on, sont mortelles, mais le capitalisme, l'anticivilisation, il est mortel. Et donc, il faudra trouver autre chose. Moi, j'ai une certaine idée de ce que pourrait être cette autre chose. Et il se trouve que c'est en accord avec ce qui est favorable à la création artistique et à la civilisation. À la qualité en général. Et à la qualité, voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de produire pour la quantité, il faudra qu'on produise pour la qualité. Voilà. Donc consommer, mais consommer autrement. L'idée du progrès, quelque part, qui nous détermine actuellement, elle vient à peu près du siècle des Lumières. Donc c'est là que ça a été un formidable accélérateur de l'histoire. Le siècle des Lumières. C'est d'ailleurs cette raison pour laquelle les sociétés musulmanes ont beaucoup de peine par rapport à la modernité et à se moderniser. Elles n'ont pas eu leur siècle de lumière. Pour le moment, en tout cas, elles ne l'ont pas eu. Peut-être ça adviendra un jour, mais pour le moment pas. Alors, je vois aussi le côté positif de cela. Ce progrès nous a permis des inventions incroyables, une progression technique et technologique exceptionnelle, mais c'est une fuite en avant. Et ça, je suis quand même d'accord de dire, puisqu'il y a des effets aussi néfastes, il faut que l'invention suivante compense cet élément-là et qu'on continue toujours, et on prend des risques automatiquement. On ne se prend peut-être pas assez le temps, et là c'est vrai qu'il y a cette accélération due à ce système financier moderne totalement irresponsable, c'est le jeu de l'avion, qui accélère énormément les choses et on n'a plus le temps de digérer les différentes étapes de l'évolution. Ça va trop vite. C'est la technique aussi. Ouais. Et je pense que la tête de la plupart des personnes ne va pas assez vite pour l'évolution du monde qui les entoure. Tellement l'accélération est grande. Ça pose un tout gros problème. Mais c'est simple. Il y a un régulateur. Moi, j'ai une énorme confiance, même si c'est douloureux, hein, mais j'ai une énorme confiance dans la nature, et dans la nature des choses, que lorsqu'on a fait le con, on est puni par où on l'a payé. Il y a toujours un moment, ça fait boum. Bon, espérons que ce ne soit pas carrément la guerre nucléaire, et puis que c'est fini, quoi, si la planète elle explose, évidemment. Mais je ne vois pas trop le danger là-dedans actuellement, donc ça ne devrait pas être ça. Mais il va y avoir une crise économique majeure, une crise financière majeure et planétaire.
Et qui dit crise dit aussi opportunité. Donc, tout le système va s'effondrer, ça va être extrêmement douloureux, ça va brasser énormément de choses, mais on sortira peut-être une autre logique. Mais une chose que j'ai cru comprendre dans l'évolution de l'être humain, il ne s'arrête jamais à midi moins 5. Il va toujours jusqu'à midi 5. Donc, il faut que la catastrophe apparaisse, et quand elle est là, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, on aurait pu éventuellement l'empêcher avant, non? Il y a peut-être des moyens. Oui, oui. Non, mais il a fallu qu'on aille jusqu'à 1945, la chute de Berlin, etc. On peut prendre d'autres exemples dans l'histoire. Il a fallu Hiroshima, Nagasaki. Bon, l'être humain n'est pas capable de bloquer de lui-même tant que la situation lui semble encore plus ou moins supportable et viable. Il ne va pas lui-même provoquer ce choc et cette rupture. Donc elle va lui être imposée par le mécanisme qu'il a engendré. Et ce qu'on est je vois à peu près dans quelle direction ça va, ce qu'on a engendré, et je vois aussi la punition qu'on va devoir subir. Et elle va venir. Mais c'est, comme je t'ai dit, une chance. C'est peut-être une chance, c'est dans cette crise-là que l'être humain peut-être pourra ensuite revenir ou développer quelque chose de parfaitement nouveau, revenir à quelque chose qui a fait ses preuves et qu'on peut réactualiser. Mais moi, je n'ai pas maintenant de remède de sortir d'ici et de dire, voilà, maintenant, ma solution, toute faite, c'est ça. C'est tellement complexe. Et puis, si j'avais encore les moyens de l'appliquer, mais je ne les ai pas, très humblement. Donc. Vous avez dit le mécanisme, vous avez parlé de mécanisme, et vous avez pensé le mot technique. Voilà. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est qu'à notre époque, ce n'est pas les hommes qui commandent à la technique, c'est la technique qui commande aux hommes. C'est-à-dire que les décideurs, quels qu'ils soient, sur le plan économique, financier ou politique, sont des fonctionnaires de la technique. Et c'est ça qui fait que on est entraîné par une fatalité contre laquelle on ne peut pas lutter. Et il y a un inhérent là-dedans, une déshumanisation. Il est vrai, regardez la gestion New Public Management, etc. Ces gestions d'entreprise, elles sont allées vers une déshumanisation. Le rapport du patron, l'entreprise familiale, par rapport à ses ouvriers, qui est remplacé par l'actionnariat, par l'anonymat, les managers. Vous avez dans toutes les fonctions, je prends la pédagogie à l'école, dès le moment où on a cru définir la pédagogie comme une science exacte, on l'a tuée. On l'a tuée parce que ça devenait soudain des rapports scientifiques, donc mécaniques, donc des automatismes qu'on peut étudier. Puis non, c'est du vécu. Et le vécu, par définition, et n'est pas sous notre contrôle dans toute sa splendeur. Donc, faut être humble. La vie, c'est quelque chose qui m'échappe très souvent. Et ma capacité de vivre avec l'autre, c'est d'entrer dans des relations qui sont loin, au-delà d'un pur mécanisme, d'un pur automatisme. Et peut-être que nous devrons réhumaniser nos rapports, et c'est peut-être là-dedans qu'on va trouver une solution. Ça me paraît être une excellente conclusion. Messieurs, merci.